Dans le Golfe, le plus gros chasse commerciale, c'est pour le phoque de Guamane. Le phoque de Guamane n'est pas en danger de disparition. Probablement, il est plus abondant qu'on a vu depuis les années 1950. Nous faisons des recensements aériens, puis on fait ça dans le golfe de Saint-Laurent et aussi sur la côte est de Terre-Neuve. On utilise un avion ou un hélicoptère. On va prendre des photos de troupeaux. Avec ça, on va être capable de nombrer le nombre de nouveau-nés qu'on peut voir sur la glace pendant cette année. Le dernier recensement, c'était pas loin de 1 million de nouveau-nés pour le troupeau de phoques de Guamane de nord-ouest Atlantique. Puis, les dernières années, on a tué 300 000 animaux. Ça veut dire qu'il reste à peu près 700 000 juvéniles qui vont faire la migration vers le nord. On va protéger les ressources à long terme. Donc, dans le plan de gestion, on a décidé, on a établi, on va garder la population plus haut que 4,1 ou 4,07 millions d'animaux. Ça, c'est le premier point de référence. Ça représente 70% de la plus grosse population qu'on a jamais vue. Pour le moment, nous avons une population de 5,8 millions. Donc, on est loin de cette limite pour le moment. Mais si, par hasard, il y a un problème, on va fermer la chasse commerciale si la population va tomber autour de 2,7 millions d'animaux. Puis, est-ce qu'on est confiant que le ressource est abondant? Oui. Donc, on va aller avec cette chasse parce que le troupeau était assez élevé, puis maintenant, c'est stable à cause de la chasse. C'est le départ! C'est le départ! Salut, Jeanne! Allez, bonne chance! Bye bye! Bye. C'est la raison qu'on est aux îles de la Madeleine, juste ici, on dépend entièrement de la mer. Ça, puis de la mer, ben, c'est l'Atlas qui dérive avec ses phoques. J'ai 65 ans, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Moi, les premiers loups marins que je vais tuer, ça me fait quelque chose. Les émotions que tu as quand tu abordes, quand tu enlèves la vie d'un animal. Si tu as le goût à la vie, puis tu sais c'est quoi la vie, ça te fait quelque chose là-dedans. C'est qui on est vraiment, là, aussi, en dehors de la gapée, tu sais, en dehors du tueur, tu sais, qu'on nous accuse. OK. Ouais, il va y aller tranquillement. Alors, on va y aller à la gapée. C'est tout mêlé de l'affaire, c'est tout mêlé. Le respect de la prédation, tu peux pas changer ça. C'est quoi la prédation? C'est le seul moyen de vivre et de survivre aussi. Il ne faut pas se cacher. C'est pour une bonne cause, une cause qui est vraie et qui est juste. Je ne veux pas défendre une activité qui est massacrante ou qui est meurtrière, comme on dit. Là, je défends la cause de mes ancêtres. Ça va si loin que ça. L'environnement, c'est catastrophique. Là. On le voit ici aux îles de la Madeleine par rapport au réchauffement de la planète, par l'érosion qui se passe. On se demande si dans 50 ans d'ici, on va avoir nos îles encore. C'est pour ça qu'il faut se regarder, que le monde s'implique dans l'environnement. Pour le bien-être de l'animal, pour le bien-être de la planète. Il faut se poser la vraie question. C'est qui est correct maintenant par rapport à l'animal? Je ne veux pas dire que moi je suis correct, vraiment 100%, tu sais. Mais chacun va regarder dans sa cour vraiment. C'est pour se poser des vraies questions. Oui, il faut comprendre que toute la question d'observer la chasse aux phoques, il y a un long historique derrière ça. C'est ce qu'on recule aux années 60, qui a été les premières années que la chasse a été filmée. La première présence de journalistes et d'opposants à la chasse aux phoques. Les gens ont le droit d'observer la chasse aux phoques, ça fait partie de la liberté d'expression et d'observation de la presse, mais aussi le droit des chasseurs de pouvoir chasser sans être dérangés. Le navire ici, lui, son but premier, c'est recherche et sauvetage. Au lieu de porter des îles, venir ici en hélicoptère, ça nous permet d'avoir une plateforme de travail, puis de pouvoir suivre les chasseurs sur les lieux de chasse.
C'est sévère, mais il faut que ce soit sévère. Autrement, il va y avoir du laisser-aller, puis on va retourner 20 ans en arrière. C'est bien comme c'est là. C'est ces règles-là qui ont été établies, qui démontrent que non, l'animal ne souffre pas, qui démontrent que les chasseurs vont respecter des quotas aussi, qui vont permettre à la population de rester stable. Parce que, bon, la population de phoques a triplé depuis quelques années. C'est énorme, 5,8 millions de phoques du Groenland, là. Des fois, on entend « Ah, c'est des animaux qui vont disparaître ». Ben non, pas avec le rythme de chasse qu'on a actuellement. Le troupeau est bien stabilisé, puis dans les quotas qui sont établis par Pêche-Océan, le plan prévoit que si les chasseurs respectent le nombre, la population de phoques ne sera pas menacée non plus. En ce sens-là, on trouve que c'est très sain. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une chasse aux phoques au Canada, mais pour nous, la chasse aux phoques, c'est une pêcherie comme un autre, et notre rôle, c'est de la gérer, et de la gérer sur des bases de conservation et sur des bases économiques, et une importance d'une chasse sans cruauté. Pour que l'animal soit vraiment mort, il faut que la partie inférieure du cerveau doit être détruite. Avec un coup de hack à pic bien placé, ça va défoncer suffisamment le dessus du crâne pour endommager la partie ventrale du cerveau. Donc, l'animal peut être tué instantanément. Voici un hack à pic. Donc, vous avez un crochet ici. On frappe l'animal, évidemment, avec le percuteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils prennent le crochet pour frapper l'animal. Ils prennent le percuteur. C'est ça qui va défoncer le crâne de l'animal. C'est quand même une petite cible, mais une cible très fragile. Vous pouvez voir la minceur de l'os. Hein? L'image qui nous est montrée des animalistes, là où on voit un animal qui gesticule puis qui bouge, eux, ils prétendent que l'animal n'est pas bien abattu. Mais au contraire, un animal qui serait vivant, qui serait conscient, ne pourrait pas gesticuler de cette manière-là. Quand l'animal va mourir d'une façon où ça va être sectionné au niveau de son cou, en dessous du cervelet, et ça va déclencher une contraction musculaire désordonnée qui va être très, très forte. Mais ça prouve que l'animal n'est plus conscient. C'est un peu comme une crise d'épilepsie. Ce qui se produit, en fait, on appelle ça le réflexe natatoire. Donc, en frappant la bête solidement, instantanément, on écrase le cerveau et à ce moment-là, l'animal est cliniquement mort. C'est automatique. Les vivants vivent de la mort d'une autre espèce. On peut manger, quand vous mangez des végétaux, il y a mort d'une espèce. Les vaches qui mangent de l'herbe, ils font comme nous. Le lion qui mange une gazelle, le loup qui attaque un chevreuil, il fait la même chose. La différence, c'est que nous, on le fait en une seconde et demie. Le fait d'être en contact direct avec l'animal, c'est comme si on ne pouvait pas se permettre ça. C'est plus facile, hein, de tirer un chevreuil à distance. C'est un bel animal, oui, mais il est loin. On vit dans un monde où on a oublié que quand on mange la viande, c'est un animal.